Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur l'univers fascinant de Napoléon Hill, une figure, on peut dire, incontournable du développement personnel. Absolument. On va essayer de décortiquer un peu ses idées maîtresses, principalement celle de Réfléchissez et devenez riche, son livre phare, bien sûr, Le classique. mais sans oublier comment sa pensée a évolué, notamment dans des écrits plus tardifs comme Grow Rich with Peace of Mind. Ouais, c'est important ça. Parce que l'enjeu, en fait, c'est pas juste l'argent, la richesse matérielle, c'est surtout de comprendre comment il liait de façon très forte la prospérité et la tranquillité d'esprit. Tout à fait. Et c'est un chemin qu'il a lui-même connu d'ailleurs. Oui, il a eu cette phase très axée sur les signes extérieurs, la Rolls-Royce, le grand domaine. Et puis, après des revers, il a cherché autre chose, une paix plus intérieure. C'est ça. Et c'est une distinction vraiment cruciale. Notre discussion aujourd'hui, elle vise à extraire un peu la substantifique moelle, quoi. Surtout ces principes qui font le lien, le pont entre la richesse et justement la paix de l'esprit. Hmm. Pour le Hill plus mature, cette paix, c'était pas juste un bonus, tu vois, la cerise sur le gâteau. Non, c'était le moteur. Exactement. Une force motrice, un état d'être qui rend la réussite, y compris financière, non seulement possible, mais plus pleine, plus durable. Il voulait montrer que la tranquillité d'esprit, ben, c'est un vrai capital en fait. C'est ça. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment cultiver ça. Cet état d'esprit, cet alignement intérieur qui attire et le succès matériel et le bien-être profond, en s'appuyant sur ses leçons, ses expériences. C'est un beau programme. Alors commençons par les fondations. Par où il nous dit de commencer, il? Ben, par le début logique, soi-même. Son grand principe fondateur, on pourrait le résumer comme ça. Connais-toi toi-même. D'accord. Et à partir de là, vis ta propre vie. L'authenticité, avoir sa propre direction, c'est primordial. Sinon, on est ballotté, quoi, par les opinions des autres, leurs attentes. Et il donne des exemples assez frappants pour illustrer ça, hein. Je pense à Thomas Edison, Ah oui, que son instituteur avait catalogué comme ayant un esprit confus. Carrément. Imagine s'il avait gobé ça. c'est clair. Madame Schumann-Heink, la cantatrice, un prof de musique lui dit: Vous n'avez aucun avenir dans le chant. Incroyable. Et elle a persévéré, parce qu'elle avait cette conviction intérieure, plus forte que le jugement extérieur. Il raconte aussi comment sa belle-mère l'a soutenu contre les critiques. Absolument. C'est ça la connaissance de soi. Écouter sa propre boussole, ça permet de construire une sorte de forteresse mentale contre le négatif, les doutes, qu'ils viennent des autres ou de nous-mêmes d'ailleurs. Mhm. C'est la condition indispensable pour, comme il dit, prendre possession de son propre esprit. Refuser que les autres écrivent notre scénario, en gros. Une fois qu'on a cette base, il insiste sur quoi? La conscience du succès, l'attitude mentale positive, la fameuse AMP. Exactement. L'histoire du soldat démobilisé, fauché, elle est édifiante là-dessus. Le type était complètement submergé par le négatif. Oui, il ne voyait que les manques, les difficultés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne lui donne pas juste de l'argent. Non, il l'aide à voir autrement. Voilà. Il l'aide à recadrer sa situation, à prendre conscience de ses compétences. Il savait cuisiner, il avait vendu des trucs. Ah oui, c'est vrai. Et à voir comment ça pouvait répondre à un besoin. Vendre des ustensiles de cuisine, en l'occurrence. C'est ce switch mental, cette activation de l'AMP qui a tout changé pour lui. Il est passé d'une conscience de manque à une conscience d'opportunité. C'est puissant comme démonstration. Mais cette AMP, concrètement, comment elle fonctionne? Qu'est-ce qui la nourrit d'après il? Alors là, ce qui est fascinant, c'est qu'il va chercher les ressorts psychologiques profonds. Il identifie 7 grandes motivations positives, des trucs qui nous tirent vers l'avant. Ok, lesquels? Alors, le désir d'amour, l'émotion sexuelle qu'il voit comme une énergie créatrice, hein, pas juste physique, D'accord. le désir de gain matériel, l'instinct d'autopréservation, le désir de liberté du corps et de l'esprit, le besoin d'expression de soi, de reconnaissance, et puis le désir de disons, de laisser une trace, de perpétuation de la vie après la mort. Un éventail assez large. Oui. Et face à ça, il met 2 grandes émotions négatives qui nous plombent, la colère et la peur. Et tout ce qui va avec, la vengeance, l'envie. Donc cultiver l'AMP, c'est... C'est choisir consciemment de nourrir les motivations positives et de ne pas laisser la colère ou la peur prendre les commandes de notre esprit. Il raconte même avoir lutté lui-même contre ça à un moment clé, non? Oui, l'anecdote avec Andrew Carnegie. Quand Carnegie lui propose cette mission folle, 20 ans, sans salaire, pour étudier les secrets de la réussite. Ah oui, la fameuse offre.
Hill dit que pendant 29 secondes, son esprit a été assailli par le doute, la peur. La peur de la pauvreté, de l'inconnu. Il aurait pu dire non. 29 selon, c'est précis. C'est très précis. Et il a consciemment balayé ses pensées. Il a dit oui. Et ce choix, basé sur cette AMP naissante, ça a déterminé toute sa vie, toute sa carrière. Ça nous amène direct à une autre idée centrale chez Hill, transformer le négatif. Il dit un truc assez fort. Chaque adversité porte en elle le germe d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Oui, c'est presque provocateur. Comment on interprète ça? Ça veut pas dire nier la douleur, j'imagine. Non, absolument pas. Il ne s'agit pas de dire que les épreuves sont pas douloureuses. C'est plutôt de croire fermement qu'au cœur de la difficulté, ou comme conséquence de cette difficulté, il y a une opportunité cachée, une leçon, une force nouvelle à trouver. C'est un acte de foi, en quelque sorte. Oui, une fois en la capacité de rebondir, de trouver du sens même dans l'échec ou la perte. Les exemples qu'il donne sont forts. W. Clement Stone, qui bâtit un empire après s'être fait virer. Incroyable histoire, ça. Arnold Reed, trahi, malade, qui trouve l'inspidant, réfléchissait et devenait riche, et qui réussit. Et Erlitan Edison et sa surdité. Il disait que ça l'aidait à se concentrer, à entendre de l'intérieur. C'est une perspective radicalement différente. Le mécanisme derrière ça, c'est le recadrage conscient. Choisir l'interprétation qu'on donne aux événements. Et pour y arriver, il y a un autre principe essentiel, Chiril, fermer les portes sur le passé. Ah, ça c'est dur. C'est très dur. Mais c'est impossible de trouver le bénéfice caché dans l'adversité si on reste coincé dans les regrets, l'amertume, la rumination. Il faut clore le chapitre pour pouvoir en écrire un nouveau. Plus facile à dire qu'à faire parfois, surtout quand le passé est lourd. Comment on fait concrètement? C'est un vrai défi de discipline mentale, hein. Et il suggère de remplacer consciemment les pensées sur les échecs par la visualisation de l'objectif futur. Mais c'est aussi comprendre que ces expériences passées, même les plus dures, ont pu être nécessaires. Hmm. Pense à Abraham Lincoln. Tous ses échecs avant de devenir président. Ça a forgé sa résilience, sa sagesse. Ou l'histoire tragique de Don Mellet, l'associé de Hill qui a été assassiné. Oui, terrible. Un drame absolu. Et pourtant, ça a réorienté Hill vers sa mission d'écriture. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de ne pas laisser le passé dicter l'avenir. Et souvent, derrière cette difficulté à lâcher le négatif, il y a la peur. Il y accorde une place énorme. Il parle de 7 peurs fondamentales. Oui, un point absolument central. Pour lui, ces 7 peurs paralysent la plupart des gens. C'est la peur de la pauvreté. La numéro 1, souvent. Oui. La peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'amour, la peur de la perte de liberté, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Il pense que ces peurs, souvent tapies dans le subconscient, sont les vrais obstacles à l'accomplissement et à la paix de l'esprit. La peur de la critique, elle est particulièrement insidieuse, non? Combien d'idées géniales sont mortes dans l'œuf à cause de ça? Exactement. Il cite Henry Ford face au scepticisme quand il voulait produire des voitures en masse, ou Edwin Land avec son Polaroid, une idée jugée folle au début. Sans leur capacité à ignorer les critiques, on n'aurait peut-être pas eu tout ça. Il va même plus loin. Il dit que la peur, c'est une sorte de prière inversée. Comment ça? En se focalisant sans cesse sur ce qu'on craint, la maladie, l'échec, le rejet, on envoie des messages à notre subconscient et il tend à attirer ou à créer les circonstances qu'on redoute. Ouch. L'antidote fondamental à la peur, pour il, c'est la foi. Alors, pas forcément une foi religieuse au sens strict, mais une foi inébranlable en soi, en ses capacités, en la possibilité d'atteindre ses buts. Et peut-être en une sorte d'intelligence supérieure bienveillante. Et comment cette foi agit sur les différentes peurs? La peur de la maladie, par exemple? Pour la maladie, le lien est presque direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui le psychosomatique. L'esprit qui craint tout le temps la maladie peut affaiblir le corps. Cultiver la foi en sa santé, une attitude positive, ça peut avoir un effet protecteur. D'accord. Pour la peur de la vieillesse, il suggérait de la voir comme une période de sagesse potentielle, pas juste un déclin. Il avait cette petite manie, tu sais, de soustraire une année à son âge à chaque Ah anniversaire. oui, pour marquer le coup. Voilà, symboliquement, refuser de se voir décliner. Et pour la peur de la mort, c'était l'acceptation. La voir comme une transition naturelle, se libérer de la crainte de l'inconnu. L'idée générale, c'est que la foi et une perspective positive désarment la peur.
Parlons argent maintenant. C'est quand même au cœur de réfléchissez et devenez riche. Quelle est sa place dans cette philosophie qui valorise tant la paix de l'esprit? C'est là où c'est subtil. Il ne nie absolument pas l'importance de l'argent. C'est un outil nécessaire, un moyen d'échange essentiel. La peur de la pauvreté est une des plus paralysantes, il le reconnaît. Mais, et c'est la nuance de sa pensée mature, l'argent ne doit jamais devenir une fin en soi, ni le maître de nos vies. Son propre parcours le montre bien. La richesse ostentatoire, puis la perte, et c'est là qu'il a trouvé une autre richesse, intérieure. Il y a cette anecdote un peu folle où il conseille un type, richissime mais malheureux, de brûler une partie de ses actions, Oui, symboliquement, hein. pour se libérer de leur emprise psychologique. L'idée, c'est pas de rejeter l'argent, mais de pas en être esclave. Trouver son juste assez, c'est ça, hein. Exactement. Trouver la somme qui permet de vivre libre, de réaliser ses buts, sans que l'accumulation devienne une obsession qui bouffe la paix intérieure. Il nous raconte une histoire perso, jeune, seul dans une banque face à plein d'argent pas surveillé. La tentation, hein. Une fraction de seconde de tentation. Puis il résiste. Il réalise que la liberté d'une conscience vaut bien plus. Ce choix précoce, ça montre cet arbitrage constant entre gain matériel et paix de l'esprit. Il a même fait une liste des richesses, non? Une hiérarchie où l'argent n'est pas premier. Tout à fait. Dans ses écrits plus tardifs, il parle des 12 grandes richesses de la vie. Et ce qui est frappant, c'est que la richesse financière, elle arrive en 12e position. Dernière. Ah ouais. Et avant, il y a quoi? Avant, il y a une attitude mentale positive, de saines relations humaines, l'absence de peur, l'espoir du succès, le pouvoir de la foi, la volonté de partager ses bénédictions. Tiens, le partage. Oui, un travail qu'on aime, une ouverture d'esprit, l'autodiscipline, la capacité de comprendre les autres et la santé physique. Pour lui, ces 11 autres richesses sont les fondations. Elles rendent la richesse matérielle possible, mais surtout, elles la rendent significative, source de joie et pas de stress ou de vide. La sixième richesse, là, la volonté de partager ses bénédictions, ça nous amène à un autre concept important, l'art béni de partager ses richesses. C'est quoi exactement? C'est l'idée que la vraie richesse, elle grandit quand elle circule. Partager, ça ne veut pas forcément dire donner de l'argent, même si ça peut en faire partie. C'est partager ses connaissances, son temps, ses compétences, son soutien, ses idées. Ok. Il soutenait que cet acte de donner, quand il est sincère, crée un flux positif qui finit par revenir à celui qui donne, souvent de manière amplifiée. L'histoire d'Henry Ford et Martha Berry avec le sac de cacahuètes, elle est mignonne pour illustrer ça. Ah oui, raconte. Mais à Ford, au lieu de donner direct une grosse somme à l'école de Berry, il lui offre juste un sac de cacahuètes. Elle et ses élèves le plantent, récoltent, vendent la récolte et reviennent avec le résultat de leur travail. Et la Ford, impressionnée, leur donne un soutien massif. C'est une super illustration. Le petit don initial a débloqué beaucoup plus. Et ça renvoie à la règle d'or, que Yill interprète de façon active, empathique. C'est-à-dire, C'est pas juste ne fais pas aux autres, c'est fais pour autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi si vos rôles étaient inversés. Ça demande de vraiment comprendre les besoins de l'autre. ah oui, c'est plus exigeant. Bénéfice, ce respect mutuel, ça a transformé des relations tendues en collaborations productives. Ça connecte les motivations profondes. L'amour, le soutien, le sexe, l'énergie créatrice partagée respectueusement et l'argent partagé équitablement. Intéressant. Abordons maintenant les sources de puissance intérieure selon il. Il met en avant deux trucs parfois moins connus, un ego sain et la transmutation de l'émotion sexuelle. L'ego sain, c'est quoi pour lui? Pas l'arrogance, j'imagine. Non, pas du tout l'arrogance, la vanité. Pour il, l'ego sain, c'est la tendance naturelle à l'affirmation de soi. Une confiance de base en sa propre valeur, en sa capacité à réussir, c'est un moteur indispensable. Sans ego, on manque d'audace. D'accord. L'histoire d'Edwin C. Barnes, qui débarque chez Edison, sans un sou, mal habillé, Oui, on en a parlé. intuition, comme une manifestation de cette force intérieure. L'histoire où il est guidé de l'intérieur vers son éditeur. Et la transmutation de l'émotion sexuelle. Le terme peut surprendre un peu aujourd'hui. Comment on le comprend? Faut le replacer dans le contexte. C'est pas du tout la répression sexuelle. Au contraire, il voyait l'énergie sexuelle comme la plus puissante des énergies créatrices humaines. Ah bon? Oui, la transmutation, c'est l'art de canaliser consciemment cette énergie vitale intense, pas seulement vers l'expression physique, mais aussi vers d'autres créations. L'art, l'innovation, le leadership, résoudre des problèmes complexes. D'accord. Rediriger l'énergie.
C'est ça. Ils observaient que les gens qui accomplissaient des choses exceptionnelles avaient souvent une forte nature sexuelle, mais qu'ils avaient appris à rediriger une partie de cette énergie vers leurs grands objectifs. C'est une source de dynamisme, de charisme, de persévérance. Ça soulève la question. Comment on cultive ça activement? L'ego sain? La canalisation de l'énergie? Ben, il donne des pistes via ses autres principes. L'autosuggestion pour renforcer la confiance en soi, donc l'ego sain, définir un désir brûlant, des objectifs clairs vers lesquels diriger son énergie, ça c'est pour la transmutation, et la discipline mentale pour maîtriser ses pensées. C'est un travail intérieur constant en fait. Un autre outil puissant qu'il propose pour démultiplier ses forces, c'est le mastermind, l'esprit maître. C'est quoi ce truc? C'est l'idée qu'en réunissant au moins deux esprits, dans un but commun et en parfaite harmonie, on crée une troisième force, invisible, intangible. Une sorte d'intelligence collective, de synergie, qui est bien plus grande que la somme des intelligences individuelles. Comme si les esprits connectés accédaient à quelque chose de plus grand. C'est un peu ça. Une source d'inspiration, de puissance accrue. Ford et Edison, encore eux, sont cités comme exemple. Ils savaient pas tout, loin de là, mais ils savaient s'entourer. Créer cette harmonie de travail, ce mastermind efficace, Exactement. Il essayait d'expliquer ça avec les concepts de son époque, les vibrations, les champs énergétiques, citant Bell, Einstein, bon. Mais au-delà de la théorie, l'application pratique est claire. oui, Former un petit groupe de confiance, définir un but précis, commun, avoir une confiance absolue, une harmonie relationnelle. Se réunir régulièrement pour mettre en commun les idées, l'énergie mentale. Et, point important, le bénéfice doit être mutuel pour que ça marche sur la durée. logique. Après tout ça, après tous ces principes, il nous livre ce qu'il appelle son secret suprême. C'est quoi, finalement? Après des pages et des pages à construire sa philo, il l'énonce avec une simplicité, presque déconcertante. Vas-y. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, l'esprit humain peut l'accomplir. Ah, c'est direct. C'est la clé de voûte. La croyance est le catalyseur fondamental. Et l'exemple le plus perso, le plus émouvant qu'il donne, c'est son fils, Blair, né sans oreille externe, diagnostiqué sourd à vie. Oui, histoire incroyable. Contre l'avis des médecins, il a cru que son fils entendrait. Il a nourri cette croyance chez l'enfant, il a agi comme s'il entendait, lui racontait des histoires. Il l'a conditionné en quelque sorte. Et des années plus tard, avec une nouvelle technologie auditive, mais surtout, d'après il, grâce à cette croyance implantée, Blair a pu entendre. C'est une illustration poignante du pouvoir de la croyance sur le subconscient. Le subconscient, dit il ne fait pas la différence entre une pensée basée sur la réalité et une pensée intensément crue, imaginée. Il accepte ce qu'on lui suggère, avec foi, avec émotion. C'est pour ça que l'autosuggestion est si importante pour lui. Exactement. C'est l'outil pour programmer son subconscient vers le succès. Il donne même une méthode très structurée, en 6 étapes, pour transformer un désir, un objectif financier par exemple, en croyance agissante. Les fameuses 6 étapes. Oui, Définir le montant précis, ce qu'on donnera en retour, la date limite, créer un plan, écrire tout ça clairement. et le lire matin et soir, Voilà. à voix haute, en y mettant toute l'émotion, toute la conviction possible. Donc cette croyance, elle n'est pas passive. Elle doit être chargée d'émotions, menée à l'action. C'est là qu'intervient l'enthousiasme. Tout à fait. L'enthousiasme, c'est le carburant, ce qui transforme la croyance statique en action dynamique. C'est l'étincelle qui communique, qui attire les autres, qui aide à surmonter les obstacles, qui maintient la motivation. Mhm. Mais attention, il met en garde. L'enthousiasme doit être authentique, basé sur une vraie croyance, soutenue par l'honnêteté, le désir sincère de servir, d'apporter de la valeur, sinon c'est juste un feu de paille, une façade qui ne tient pas longtemps. Et pour boucler la boucle, il ajoute une dernière touche, la perspective. Oui, une sorte de sagesse ultime, celle qui apporte la paix même au milieu de la quête du succès. Il cite souvent Albert Hubbard et sa philosophie. Finalement, rien n'a vraiment d'importance. Ça peut paraître un peu cynique, non? Pas dans son esprit. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire. Ça veut dire comprendre l'impermanence de tout. Succès, échec, richesse, pauvreté. Et donc aborder la vie avec un certain détachement, sans se laisser bouffer par l'anxiété, la peur. Vivre plus l'instant présent. C'est ça, apprécier le voyage autant que la destination, maintenir sa paix intérieure, quoi qu'il arrive. Et en toile de fond, il y a cette idée d'une loi de compensation, une sorte de justice immanente qui équilibre les choses à long terme.
Le bien attire le mal attire le mal, en gros. Alors si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la vision globale de Hill? Ben, que le succès véritable, celui qui apporte et la prospérité et la paix de l'esprit, c'est un édifice complexe mais cohérent. Ça repose sur la connaissance de soi, une attitude mentale positive à fond. L'AMP. Oui, la capacité à transformer l'adversité en opportunité, la maîtrise des peurs, une relation saine à l'argent vue comme un outil, la pratique du partage généreux. L'ego sain, l'énergie créatrice. Oui, l'ego sain qui nourrit l'ambition sans être arrogant, la canalisation de l'énergie créatrice, le pouvoir de la collaboration harmonieuse via le mastermind, et par-dessus tout, la puissance d'une croyance inébranlable. Animé par l'enthousiasme. Voilà, un enthousiasme sincère, tempéré par une juste perspective sur la vie. Et la paix de l'esprit dans tout ça, c'est pas la récompense à la fin, elle est tissée dedans, dans la trame même de ce succès. C'est une vision, ouais, intégrée. Et exigeante, carrément. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, une pensée peut-être un peu plus ésotérique de Hill, Ah, il parle parfois de prince de la guidance, des sortes de gardiens invisibles de son esprit, ou de messages reçus des maîtres d'une grande école du savoir. Bon, ok. sans forcément adhérer à l'interprétation littérale de ces expériences très personnelles, on pourrait se poser la question, en s'inspirant de ça, quels principes directeurs ou gardiens intérieurs, appelons-les valeurs, convictions profondes, archétypes positifs, pourrait-on choisir consciemment de cultiver en soi pour protéger son état d'esprit positif, rester aligné sur ses objectifs les plus élevés et sur cette quête de paix intérieure? C'est une excellente question pour prolonger la réflexion bien après cette discussion. Et c'est ici que se termine notre exploration approfondie de la pensée très riche de Napoléon Hill. Merci de nous avoir suivis.